Donc, merci à tous d'être là, présents ce jeudi, mercredi 29 novembre, donc pour cette conférence sur la mobilité électrique sur la Côte-Nord. Euh, L'idée de cette conférence, en fait, c'est de discuter mobilité électrique, mais vraiment dans notre région. Donc, on a essayé de faire cette conférence pour qu'elle soit vraiment le plus conviviale possible, avec une certaine variété de réponses pour tout le monde. On a une belle représentativité de participants, autant des citoyens, des organisations ou des municipalités. Donc, on a essayé de répondre à plusieurs de vos questions que vous aviez quand vous êtes inscrits. On a essayé d'assimiler ces questions-là directement dans notre conférence. Donc, cette conférence a lieu, comme je disais, dans le cadre de la campagne Roulant électrique, qui est une campagne d'éducation et de promotion du véhicule électrique, qui est coordonnée par Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du plan pour une économie verte. Euh, il y a différentes activités qui ont été faites dans le cadre de cette campagne et qui auront lieu encore en 2024. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous encourage à aller voir le site de Roulant électrique. Il y a des activités en présence et des activités aussi en ligne. Hop, bon, je m'excuse, j'ai un petit délai, mon clavier. OK, on est bon. Comme vraiment très brièvement, comme vous avez pu le voir, la conférence est enregistrée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en fait directement en bas de votre écran. Vous avez une petite boîte de dialogue avec les questions, boîte de discussion. Donc, on les prendra à la fin. Et puis, vous pouvez savoir tout de suite que comme c'est enregistré, après la conférence, je vous enverrai un courriel qui contiendra le lien vers cette conférence et aussi les présentations de tout le monde. Donc, ça vous évite, ça vous permet de vous concentrer directement sur les présentations. Et dans ce courriel, il y aura aussi un sondage d'appréciation. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour par rapport à des événements qu'on organise. Donc, aujourd'hui, on parle de l'état des lieux. Finalement, Daniela va nous présenter qu'est-ce qu'il en est en termes de bornes de recharge via le circuit électrique. On va aussi parler d'exemples et de conseils par rapport à ce qu'on peut faire en tant qu'organisation en termes de mobilité électrique. Vincent va aussi nous présenter un bel aperçu des aides financières qui existent. Et puis, Sébastien nous fera un témoignage de la transition qui s'est passée ici, Environnement Côte-Nord, notamment pour la mobilité électrique. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Environnement Côte-Nord, je vous encourage à aller voir notre site Internet. Et puis, globalement, on a trois on a trois départements, pardon, éco-responsabilité, conservation et action climatique. Et donc, Vincent et moi, nous travaillons dans le département éco-responsabilité. Pour ceux qui ne le savent pas, 2035, c'est la date fatidique où 100% des véhicules légers neufs vendus au Canada devront être zéro émission. Donc, ça inclut les véhicules électriques. Pour ça, le gouvernement du Québec a notamment mis en place le plan pour une économie verte 2030 qui inclut toutes les 5 ans un plan de mise en œuvre. Donc là, on est dans le plan de mise en œuvre 2023-2028 avec différents objectifs en termes de nombre de véhicules légers qui doivent circuler sur les routes, en termes de nombre de bornes, qu'elles soient publiques, que ce soit rapides ou un peu moins rapides, et en termes de pourcentage d'électrification d'un certain nombre de véhicules, donc d'autobus, de bus, de taxis. C'est des objectifs qui sont fixés dans ce plan de mise en œuvre. Je passe vraiment rapidement parce que Daniela va nous en parler notamment, donc on ne veut pas que ce soit redondant. Tout de suite, je vais donc laisser la parole à Daniela qui va nous présenter en fait l'état des lieux de la mobilité électrique sur la Côte-Nord en termes des bornes. Super, bonjour tout le monde. Donc, vous me le dites dès que vous, ben, si quelqu'un peut me faire un oui, on Ça voit la fonctionne. présentation. C'est bon?
Donc, je me présente Daniela Levasseur, déléguée au développement des affaires du circuit électrique chez Hydro-Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis la personne en charge de trouver des sites pour des bornes de recharge rapide un peu partout à la province, de Gatineau à Fermont, Natashquan, bref, c'est moi qui en ai responsable. Et puis, j'ai des petits projets ad hoc comme les orphelins de recharge. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme. Donc, les gens qui habitent dans des quartiers centraux de Montréal, Québec, les grandes villes et qui n'ont pas accès à la recharge parce qu'ils doivent se stationner dans la rue. Donc, est-ce que ça s'est mis en mode diaporama? Je pense que non. Là, c'est bon? Oui, Super. Donc, ben, ici, je récapitule un peu ce que Claire a dit, là, mais actuellement, en tout cas, jusqu'au 31 décembre passé, il y avait plus de 170 000 véhicules électriques au Québec et près de 8 000 bornes de recharge, tout réseau confondu, hein, parce que le circuit électrique en est un, c'est celui qui est le plus vaste, mais il y en a d'autres également. Et pour le reste, Claire en a parlé un petit peu pour les objectifs de 2030. Le circuit électrique en tant que tel, donc c'est un réseau qui a été démarré par Hydro-Québec il y a en 2012. Donc, à la base, ça se voulait plus un essai, je vous dirais, de savoir si les bornes étaient capables d'endurer notre hiver rigoureux. On a commencé avec 13 bornes et elles ont passé le test. Ça a été une idée lancée ici, puis finalement, on a été très contents. On est rendu à près de 5000 bornes de déployer un peu partout dans la province. On a besoin d'aide pour faire ça. On a besoin d'aide des partenaires, donc des villes, notamment des restaurants, des centres commerciaux. Bref, il y a toutes sortes de partenaires commerciaux, institutionnels qui nous aident, qui nous partagent en fait leur stationnement pour qu'on puisse déployer les bornes de recharge. Ça fait en sorte qu'on a 2500 sites de recharge un peu partout et près de 120 000 membres actifs, donc des gens qui vont vraiment se recharger à tous les jours sur les bornes du circuit électrique. Et en général, les gens sont assez satisfaits du service. Là, ça l'oscille entre 8,7 et 9,2 9,2 sur 10, en fait, notre taux de satisfaction. Nous aussi, on a des objectifs parce on est nommé un peu partout, dont dans la stratégie de recharge qui a été récemment publiée. On doit déployer 7 800 bornes standards et 2 500 bornes rapides d'ici 2030. Pour la Côte-Nord, les chiffres qui vous intéressent un petit peu plus, les chiffres sont sur le coin droit. Donc, vous avez 80 bornes, donc 43 bornes de recharge rapide, BRCC, donc c'est l'acronyme pour les bornes rapides, et 37 bornes de niveau 2, pour un total de 46 sites qui sont déployés un peu partout sur votre région. Ce qui intéresse ici, parce que je sais qu'il y a des interlocuteurs des municipalités et peut-être du secteur privé, nos modèles d'affaires, parce qu'on vend deux types de bornes, je vous le rappelle, les BRCC rapides et les bornes de niveau 2. Donc, on va commencer avec les bornes de niveau 2. C'est souvent les bornes qu'on va retrouver chez Saint-Hubert, les caisses populaires. Bref, les municipalités en déploient beaucoup, des fois sur la rue. Donc, c'est des bornes de 240 volts ou de niveau 2 qu'on appelle ou standard. C'est trois termes qui veulent dire la même chose. Donc, dans ce cas-ci, le modèle d'affaires est que le partenaire, je vais prendre Saint-Hubert, c'est lui qui décide d'acheter la borne, il l'installe sur son panneau électrique et il en perçoit les revenus. Donc, les coûts assumés par le partenaire, c'est 100 Aïcha installe, entretient la borne durant 10 ans, c'est la durée de vie de l'équipement. Et ensuite, qu'est-ce qu'Hydro-Québec, on vient faire? Et on s'assure du service à la clientèle, de tout ce qui est opération de la borne derrière, donc le back-end, et tout ce qui est transactions financières, bref, opérer le réseau. Les revenus reviennent aux partenaires. On fait un virement bancaire chaque 3 mois et le prix de la recharge est fixé par une grille tarifaire qu'on a établie pour qu'il y ait une homogénéité un peu partout dans la province. Mais c'est le partenaire qui choisit entre 0 jusqu'à 3 de l'heure. En moyenne, c'est à peu près 1 de l'heure pour l'instant, ce que les gens choisissent. Mais ils ont le choix et ils peuvent le changer 2 fois par année s'ils voient que c'est trop peu ou pas assez. C'est leur choix. Donc, Saint-Hubert peut changer son tarif. En général, les gens qui se branchent sur ces bornes-là vont rester entre 1 à 3 heures. À Montréal, par exemple, sur rue, ça va être une question de demi-heure, mais dans un aréna, par exemple, les gens peuvent rester plusieurs heures. Je vais passer rapidement parce que Vincent va en parler plus tard de la subvention qu'on accorde aux municipalités et aux communautés autochtones actuellement, qui couvre jusqu'à 100 des frais d'achat et d'installation. Donc, je passe rapidement là-dessus. Ensuite, la borne de recharge rapide, le produit le plus demandé et que c'est bien que je vous en parle et ce que je vous ai au bout de l'écran parce que il y a plusieurs mythes qui circulent. Il y a plusieurs gens qui pensent que la borne de recharge rapide, c'est la seule solution et que la borne dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est plus d'usage ou qui n'est plus adéquate. Donc, pour choisir son type de borne, il faut vraiment savoir c'est quoi notre type de stationnement. Si on est un aréna, c'est sûr que les gens restent plusieurs heures. Il faut aller vers la borne de niveau 2.
Par contre, si on est un lieu où les gens circulent beaucoup, une halte routière, un centre commercial, où les gens circulent, ils vont rester entre 15 minutes, 40 minutes, c'est la durée de la recharge, il faut viser la borne de recharge rapide. Dans ce cas-ci, parce que c'est des bornes à plusieurs types de puissance et que les coûts sont très élevés, juste une borne, pour vous donner une idée, là, ça coûte 150 000 acheter, installer une borne. Ça, c'est sans les coûts d'opération de 10 ans. Faut être capable d'assumer ces coûts-là. Donc, la mission d'Hydro-Québec avec le circuit électrique, c'est de déployer là où le besoin est urgent et où le privé tarde à arriver. Donc, on peut penser aux régions très éloignées. Mais évidemment, on a une force de frappe financière et une équipe que j'ai à côté de moi qui travaille fort là-dessus. Donc, on a une capacité de 200 bornes, 220 bornes par année qu'on doit distribuer de manière égale et avec parcimonie un peu partout sur le territoire de la province. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à peu près à chaque fin d'été, début d'automne, on évalue nos besoins, on voit les statistiques du réseau et on choisit des sites. Donc, les sites doivent être proches des services parce que les gens, pendant qu'ils se rechargent, ils vont aller chercher un café, ils vont aux toilettes, se réchauffer. On n'a qu'à penser au mois de janvier. Il faut que ce soit proche d'un axe routier très achalandé. Donc, pas loin sous un lampadaire tout seul. Il faut vraiment que ce soit proche de l'autoroute en général. Il faut un minimum de 2 cases de stationnement parce que quand le circuit électrique décide d'installer des bornes de recharge rapides, c'est à coût de 2 et plus. Dépendamment de l'espace, on a qu'à penser à une grande ville comme Bécomo, là, ça peut aller à coût de 4, 6 et plus. Et à consentir une servitude de 10 ans, qui est la durée de vie des équipements. Donc, les coûts assumés par le partenaire, parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de terrain propice à ça. Je veux dire, en dessous des pylônes et le long des centrales, c'est pas des axes achalandés. Il n'y a pas de café ni de toilette. Donc, on doit s'associer à des partenaires comme des centres commerciaux, des restaurateurs. Qu'est-ce que ces gens-là ont assumé? C'est 0 $ parce que nous, on fait tout. On assume tout de A à Z et on se branche directement sur le réseau, donc pas d'impact sur la facture d'électricité du Saint-Hubert, par exemple. Nous, on assume tout et on entretient le site durant 10 ans. Les revenus, évidemment, reviennent à l'entreprise. Je vous dirais que c'est pas la mer à boire, là. Ça aussi, c'est une autre chose. Les gens pensent qu'installer une borne de recharge rapide, ça va rapporter beaucoup de sous. Pour le moment, non. Les recharges permettent de revenir sur notre investissement entre 5 et 8 ans plus tard. Donc, c'est des équipements assez coûteux. On espère que ça va changer. De toute façon, en tant qu'Hydro-Québec, on a une grille tarifaire à respecter, justement, pour pas qu'il n'y ait d'abus de tarifs, comme on peut le voir sur d'autres réseaux. Le prix de la recharge, évidemment, nous, on le calcule. Là, je vous ai mis la petite étoile verte, ce que les gens payent à la borne. En fait, c'est à l'heure, mais les gens payent à la minute. Je vous mets le taux moyen, là, c'est 12,39 $ sur une borne de 50 kilowatts, mais ça varie en fonction de la puissance et de la quantité d'énergie qu'on va prendre sur une borne. Donc, il faut toujours regarder son application mobile quand on se recharge et voir la puissance. De toute façon, votre facture finale, quand on débranche le véhicule, vous détaille tout ce que vous avez payé. Un point important de la recharge rapide que les gens ne savent pas nécessairement, il y a des bornes qui ont 2 types de connecteurs, donc CHAdeMO et SAE Combo. C'est pour les bornes, les véhicules asiatiques et pour les véhicules européens et américains. Donc, c'est pas parce qu'il y a 2 pistolets qu'on peut brancher 2 voitures en même temps, c'est vraiment un véhicule par borne. Et en plus, qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Avec un véhicule 100% électrique, dès qu'on atteint 80% de recharge, le véhicule ralentit l'énergie qui rentre dans la batterie pour protéger la batterie. Donc, quand les gens veulent faire du 100%, ce qu'on conseille, c'est de se débrancher à 80 et d'aller faire le reste du plein sur une borne de 240 volts. Si, par exemple, Claire m'a demandé est-ce qu'il va y avoir des bornes de recharge rapide déployées par le circuit électrique l'année prochaine, vu notre capacité, comme je vous l'ai dit, on n'a pas visé la Côte-Nord, on a quand même déployé cette année. On doit prioriser ailleurs. Mais si pour des commerçants sur la Côte-Nord ou des municipalités, c'est trop long, ils ne veulent pas attendre à 2024 ou ils ne veulent pas attendre que le circuit électrique arrive en 2025-2026, ils peuvent déployer à leurs frais des bornes de recharge rapide. Il y a une subvention du gouvernement du Québec qui peut couvrir jusqu'à 80 des coûts d'achat et d'installation. Et on doit s'associer à d'autres fournisseurs comme Flow, ChargePoint, BEQ. Et ce qui est super important, je ne sais pas si Vincent, tu vas en parler plus tard de cette subvention-là, c'est quand on décide d'aller avec un autre réseau, c'est de s'assurer que le produit est bon et de qualité et que le service après-vente est excellent. Parce que rien de pire qu'une borne qui lâche, qui fait -25, la personne elle est bloquée. Vous essayez d'appeler votre fournisseur, puis il n'y a pas de service après-vente pour la réparer ou pour déboguer votre borne, la personne va être vraiment, vraiment mécontente. Donc, c'est vraiment important quand on s'assure de le faire par nous-mêmes et d'engager un entrepreneur général qui va installer notre borne rapide, d'avoir ce service-là.
Sinon, les autres besoins, je passe rapidement en recharge. Là, Hydro-Québec travaille avec ILO pour ce qui est de la recharge à la maison. Donc, avec le système de maison intelligente, on peut contrôler notre recharge avec notre borne de recharge à la maison. Vous pouvez trouver toutes les informations là-dessus sur iloenergie.com. Et Cléo, qui est une nouvelle filiale d'Hydro-Québec qui donne un coup de pouce aux entreprises ou aux municipalités qui veulent faire de la recherche pour leur flotte. Donc, ça nous aide à planifier combien de bornes qu'il nous faut, est-ce qu'on a une capacité sur notre panneau électrique, et après ça, tout ce qui est l'opération et le système de facturation de ces bornes-là. C'est une plateforme intelligente de gestion de la recharge essentiellement. Cléo.eco.com. Et puis, pour la maison, je vous ai mis un petit plus là. Quand on décide de se mettre une borne à la maison, la première chose qu'il faut faire, c'est voir si notre panneau électrique est capable de prendre cette charge-là, comme quand on s'installe un spa, de magasiner ses fournisseurs. Je vous en nomme quelques bons, Heavy Duty, Flow et autres. On peut en trouver en quincaillerie aussi des bornes. Ça tourne alentour de 800 000 une borne de recharge à la maison. Et le gouvernement du Québec donne 600 pour l'achat de cette borne-là à domicile. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour Hydro-Québec. J'imagine que vous allez avoir plein de questions par rapport à comment on finance ou on aide les municipalités ou autres pour la recharge. Donc, j'attends vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniela. C'était vraiment très intéressant. Euh, euh, on parlait de questions, justement, donc n'hésitez pas, en fait, à mettre des questions directement dans la petite boîte de discussion par après. Et puis, hop, moi, je voulais vous présenter, en fait, hop, on est là. Il y a un petit délai, mais je voulais vous présenter, en fait, quelques exemples nord-côtiers. Si mon ordinateur. OK. Euh, Daniela présentait en fait différents exemples de bornes. Puis, sur la côte nord, il y en a aussi au niveau de privés. Donc, il y a différents exemples, différentes organisations, municipalités. Donc, on disait, il y a les bornes électriques, il y a les bornes de circuit électrique, pardon, mais il y a aussi des bornes, des organisations qui vont décider d'installer une borne, deux bornes et jusqu'à une dizaine de bornes pour une organisation de la grande industrie. Mais il y a différentes choses quand on parle de mobilité électrique. Il n'y a pas juste, admettons, le véhicule léger. Pour vous donner un exemple, à Fermont, il y a un transporteur qui a acquis en fait des bus électriques et qui, en fait, à usage exclusif d'ArcelorMittal Mine Canada, va faire le transport des employés en bus électrique et qui permet aussi les visites des installations. Donc, le transporteur a acquis ces bus. Après, en fait, à l'avoir testé en conditions réelles à Fermont, on sait c'est quoi les conditions là-bas. Donc, il y a eu un prêt de ces bus pendant plusieurs mois. Ça a été un succès. Donc là, ils sont allés vers l'achat des bus électriques et ça fonctionne actuellement. Un autre exemple, c'est la ville de Bécomo, qui vient de finaliser cette année l'évaluation de son parc de véhicules et ce qui va permettre de planifier les futurs achats justement pour le parc de l'ensemble de la municipalité. Donc ça, c'est vraiment pour ses propres équipements. Mais ils ont aussi une démarche plus citoyenne, donc Bécomobilité, qui vise finalement à aller voir comment ça se passe pour le transport actif ou le transport collectif pour la municipalité et aller tester des différentes initiatives quand on parle de transport actif à pied, à vélo électrique. Il y a différentes options là qui sont testées. Et puis, les deux derniers points, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs organisations aussi qui vont faire une transition vers des véhicules électriques qui va être progressive. On va le voir un peu plus tard. C'est important d'évaluer ses besoins. Et puis, ben, des fois, y aller progressivement, c'est important. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les véhicules. On peut penser à d'autres équipements. Donc, numérique solutions d'affaires, à des chariots élévateurs qui sont électriques et en fait, donc à batterie. Et les achats ont été faits progressivement, mais on peut penser aussi aux tondeuses, aux souffleuses. Fait que des fois, les investissements vont être un peu moins. Ça permet de tester des équipements et puis progressivement de faire cette transition vers la mobilité électrique. Je vais maintenant laisser la parole à Vincent qui va nous parler des aides financières. Je vais partager mon écran. Hop, hop.
Non. Voilà, je vais me mettre en plein écran. Donc voilà, bonjour à tous. Daniela a déjà brièvement présenté quelques programmes de financement, puis pour des questions peut-être très très pointues sur ces programmes de financement, peut-être que Daniela pourra répondre ceux qui concernaient davantage le circuit électrique. Notre travail, ce qu'on a essayé de faire, c'est parce que c'est parfois difficile de s'y retrouver, les aides financières, bon, pour des véhicules, pour des bornes, pour de la recharge d'employés, pour la recharge publique. Fait qu'on a essayé d'y aller en fonction des demandeurs particuliers, entreprises, municipalités, et des types de projets qui seront visés. Est-ce que c'est euh, pour, euh, pour le transport des employés? Est-ce que c'est pour le transport de marchandises? Est-ce que c'est pour la recherche publique? Et sur le terrain, les demandes sont parfois diverses et parfois difficiles à démêler aussi. Donc, je vais commencer par la subvention la plus répandue parce que elle s'applique aux particuliers qui décident de s'acheter un véhicule et qui est une subvention en fait qui s'applique directement à l'achat du véhicule. Donc, il y a une subvention combinée du gouvernement provincial et, euh, et fédéral qui peut aller jusqu'à 12 000 dollars. Donc, on a c'est jusqu'à 7 000 dollars du programme provincial Rouler vert et jusqu'à 5 000 dollars du programme fédéral incitatif pour les véhicules zéro émission. Vous verrez que c'est chaque fois des montants maximaux parce que à chaque fois, ça dépend un petit peu du type de véhicule, le type de batterie, la technologie aussi parfois. Donc, c'est sûr que pour après, c'est toujours une question de cas par cas. Donc, c'est les grandes lignes que je vous présente ici. Les montants que que je viens de vous citer, c'est pour des véhicules électriques neufs. Il y a bien sûr des véhicules électriques d'occasion aussi pour lesquels une subvention un petit peu moindre s'applique aussi. Et même pour les motos et les scooters électriques aussi. Donc là, on est dans les subventions pour les particuliers. Je crois qu'il y a euh, c'est depuis quand? Bonne question. C'est toi qui me posais la question. Non, il y a aussi donc c'est les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Donc, Si tu me permets, Vincent, pour la question de bon, Charles, peut-être là, de préciser que les véhicules d'occasion, en fait, le véhicule ne doit pas avoir bénéficié d'une subvention dans son histoire. Donc, si un véhicule, lorsqu'il était neuf, a eu une subvention là, dans le cadre du programme, le véhicule d'occasion ne pourra pas y avoir accès à cette subvention-là. Dans le oui, fond, faut pas qu'il ait été acheté au Québec, si je comprends bien. Exactement. Donc, il a OK. été acheté avant le programme. Parfait. merci Sébastien. Et puis après, il y a pour l'installation d'une borne de recharge à domicile, Daniela parlait du 600 dollars à l'achat et de l'installation. Il y a parfois des situations un petit peu plus complexes. Si par exemple on habite dans un multilogement où là, on va tomber dans des projets peut-être un petit peu plus compliqués et où du coup les montants sont un peu plus supérieurs. Dans le cadre d'une installation de bornes dans un multilogement, il y a beaucoup de demandeurs qui peuvent recevoir la subvention pour l'installation. Ça peut être le propriétaire du véhicule, mais ça peut aussi être le propriétaire du multilogement, ça peut être euh, le, le, le syndicat de propriété, donc ça peut même parfois être l'employeur de la personne qui a un véhicule de fonction électrique et qui veut offrir ça à son citoyen, à son employé. Qui habite dans un multilogement. Donc, à chaque véhicule électrique peut être attaché un financement pour une borne de recharge à domicile. Euh, pour, donc pour le cas de figure simple de
un véhicule électrique, en fait, les mêmes conditions s'appliquent pour une entreprise, un organisme ou une municipalité. Donc, on est toujours dans le programme Rouler vert. La seule différence, c'est que dans le cadre d'une entreprise, d'un organisme ou d'une municipalité, il se peut qu'il y ait plusieurs bornes à installer parce que plusieurs véhicules et donc la distinction ici, c'est que on peut dans le fond faire plusieurs demandes pour plusieurs bornes. Euh, et il y a un montant qui est quand même plafonné par bâtiment par année, mais donc essentiellement, ce sont les mêmes montants. Euh, Par contre, quand on est dans des besoins un petit peu plus spécifiques, une volonté d'électrifier un parc de véhicules et où il sera peut-être plus intéressant d'aller vers des bornes de recharge rapides, que ce soit pour une entreprise, un organisme ou une municipalité. Là, encore une fois, ce sont des projets un petit peu plus complexes et où les montants vont être plus élevés et où il va y avoir aussi des accompagnements en gestion d'énergie qui vont pouvoir être financés. Donc, que ce soit des analyses énergétiques, des études de faisabilité, implantation de mesures. Donc, c'est toujours très intéressant quand on est et important quand on est dans des programmes un peu plus complexes d'analyser ses besoins, son infrastructure existante et éventuellement aussi, bien sûr, être accompagné par un expert en efficacité énergétique ou en mobilité électrique pour les travaux. Et ils peuvent généralement aussi accompagner l'entreprise, l'organisme, la municipalité dans les demandes de financement euh, qui conviennent. Donc là, ici, je ne voulais pas citer, mais c'est le programme Transporter vert. Il prévoit aussi des subventions de formation à l'éco-conduite. Ça peut toujours être intéressant quand on a beaucoup d'employés. Encore une fois, des besoins un petit peu plus spécifiques encore quand on est dans l'industrie du transport de marchandises, de véhicules lourds. Je ne sais pas si il y a des participants qui se reconnaissent ici. Mais le programme éco-camionnage permet de financer l'acquisition de camions légers, véhicules moyens, lourds, même des véhicules à basse vitesse, des vélos cargo assistance électrique. Euh, qui sait, c'est peut-être un besoin qui existe sur la Côte-Nord pour le transport de marchandises. Donc là encore, il y a un rabais à l'achat de ces véhicules-là euh, pour des montants qui peuvent être quand même intéressants. Ce sont souvent des véhicules qui coûtent plus cher aussi. Euh, que ce soit donc à l'achat de véhicules, mais aussi quand on a des véhicules qui ne sont pas encore arrivés à fin de vie et où des projets de conversion peuvent être plus intéressants plutôt que de remplacement. Donc là aussi, si on veut acquérir une technologie de conversion, on a des camions qui ont des besoins très, très spécifiques. Ben là encore, la conversion de la technologie vers de l'électrique peut être financée. Il y a aussi un volet dans le programme éco-camionnage pour l'acquisition de véhicules lourds d'occasion. Et puis, il y a aussi un volet projet collaboratif de livraison électrique et partagée. Si jamais il y a des projets, justement, qui regroupent municipalités, OBNL ou coopératives visant de la livraison électrique et partagée, c'est quelque chose qui pourrait aussi être financé. Le volet études de faisabilité, implantation de projets pilotes, c'est quelque chose qui pourrait être regardé. Je sais qu'il y avait des initiatives euh, qui existaient dans la région, notamment pour la livraison de petits colis, que ce soit dans interurbain, que ce soit dans l'alimentaire ou justement dans les petits colis. Si c'est des projets qui reviennent et qui ont une composante électrique, ça serait intéressant de regarder dans le programme éco-camionnage. Ici, donc là, c'était surtout des besoins de recharge, donc des besoins
entre guillemets privé ou quand une organisation souhaite l'offrir à ses employés ou à ses clients. Quand on souhaite aller vers de la recherche publique, puis c'est là où peut-être que Daniela pourra répondre aux questions si jamais il y a des questions plus pointues. Donc, c'est bien de faire la distinction. Donc, la recherche publique, là aussi, il y a des aides. Daniela le mentionnait, ils sont toujours à la recherche de partenaires. Si les partenaires sont privés, il existe un programme de soutien pour le déploiement de bornes de recharge rapides publiques. Donc, ici, 6 bornes ont déjà été financées sur la Côte-Nord à Bécomo, un projet de 4 bornes et un projet de 2 bornes. Puis, il y a il y a des appels à projets qui sont à venir. Là. Ça fonctionne par appel à projet. C'est un programme du gouvernement du Québec. Euh, donc c'est quand même des aides qui sont généreuses. Daniela le mentionnait. À court terme, il n'y a pas de projet d'installation de bornes de recharge rapide sur la Côte-Nord. Fait que si il y a un organisme privé qui voudrait quand même aller de l'avant, ça serait intéressant de regarder ce programme-là et l'appel à projet qui sera sans doute à venir en 2024. Pour les municipalités maintenant, donc là, on retombe dans des projets pour les municipalités et pour les services municipaux. Donc, on n'est pas dans la recherche publique. Donc là encore, le Fonds municipal vert permet de financer des gros projets de conversion de parcs à véhicules, que ce soit pour les véhicules de la municipalité ou pour les véhicules qui offrent les services municipaux. On peut penser aux véhicules utilisés pour la gestion des matières résiduelles, parfois la location de véhicules ici aussi, et l'infrastructure de ravitaillement qui va avec, qui doit parfois être décentralisée. Ce sont des gros financements qui sont offerts. Il y a une partie prêt, il y a une partie subvention pour, par exemple, une partie subvention en fonction de la qualité des projets, parfois en fonction aussi est-ce que la technologie est québécoise ou non. Euh, donc, euh, donc, ce sont des financements qui peuvent être intéressants pour les municipalités. Euh, Encore pour les municipalités, mais là, pour la recharge publique. Donc, ça, le premier, c'est un programme qui est offert par le circuit électrique. Donc, il y a, là, on retombe dans les bornes plutôt standards qui vont se retrouver sur des lieux publics et qui vont être des recharges standards, pas rapides. Là encore, le circuit électrique aide les municipalités à se doter de ces infrastructures-là. Là, peut-être que c'est Daniela qui pourra répondre. Je ne sais pas s'il y a déjà des subventions qui ont été offertes dans ce cadre-là pour des municipalités de la Côte-Nord. Il faudrait je ne sais pas si Daniela, tu as la réponse. En fait, ça fait 3 ans que le programme roule, donc ça se peut que même plusieurs municipalités aient fait plusieurs demandes parce qu'ils peuvent faire OK. une demande par année. Donc, j'ai pas le décompte, mais il y a des dizaines et des dizaines de municipalités qui font des demandes à chaque année. OK, bon, ben, super. Il y a un programme aussi fédéral, programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, qui vise à augmenter donc, le nombre de bornes de recharge de stations de ravitaillement. Donc là encore, c'est un programme qui existe, qui est, si vous avez besoin de plus d'informations à propos de ce programme-là, je pourrais vous le faire parvenir par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là aussi, donc, ça vise à augmenter l'infrastructure de recharge dans les lieux publics, rues, milieux de travail et autres. Donc, voilà, je vous ai quand même... je voulais quand même vous présenter un projet typique d'une entreprise moyenne qui voulait mener à bien un projet d'électrification. Sébastien parlera peut-être un peu plus tard de l'importance d'évaluer ses besoins. C'est un projet qui a été financé par le Fonds EcoLeader dont je vous ai
pas nécessairement parler parce que c'est un programme qui est pour l'instant sur pause, mais qui permet de financer tout type d'études, euh, évaluation de besoins justement, études de faisabilité, évaluation de la capacité des installations électriques en place. Puis, et faire des recommandations, plans d'action aussi. Donc, c'est une entreprise qui voulait évaluer la capacité de ces installations électriques existantes, évaluer les mesures d'efficacité énergétique aussi, parce que tu sais, tant qu'à revoir un peu sa consommation d'énergie, parfois c'est intéressant de faire le lien avec d'autres postes de consommation, et puis d'effectuer des recommandations. Donc, ce que ça a permis, c'est l'installation de 14 bornes destinées à la clientèle et aux employés, de valider la pertinence aussi de l'utilisation de véhicules électriques corporatifs et réaliser une planification des besoins à plus long terme qu'annoncés. Donc, encore une fois, quand on évalue bien ses besoins et qu'on planifie les choses dans le temps, accompagné d'un expert aussi souvent, ça permet de bien faire les choses et d'aller rechercher les financements appropriés, que ce soit pour les volets études et analyses et pour le volet implantation. Donc voilà, c'est un projet que je voulais quand même vous présenter aussi. Ça fait le tour de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a il y a des questions ou on y reviendra peut-être plus tard. Oui, on prendra les questions à la fin Parfait. directement. Merci beaucoup, Vincent. Le champ des aperçus des aides financières, comme vous avez pu le voir, est vraiment vaste. Donc, c'est un travail assez long finalement de faire cette compilation des aides financières. Puis on vous encourage à aller vérifier en fait directement les différents programmes parce qu'il y a une multitude de conditions. Des fois, il y a des bonifications. Donc simplement juste aller vérifier en fait directement les programmes ou contacter Vincent ou Daniela. Moi, je veux revenir brièvement en fait sur quelques conseils puis ressources utiles. Alors, c'est un peu comme les aides financières, il y a une multitude de choses qui existent, mais j'ai quand même fait un petit tri que je trouvais pertinent. Donc, la première chose à se poser, c'est d'analyser, la première question à se poser, c'est analyser sa mobilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un véhicule? Alors, on sait qu'on est sur la côte nord, il y a quand même beaucoup de véhicules, mais on peut essayer de savoir, est-ce que on peut faire du transport actif, donc marcher, faire du vélo, faire du covoiturage. Et puis, quand on se pose ces questions-là, ben, il y en a d'autres qui suivent par après, surtout, admettons, quand on est peut-être plus une municipalité c'est est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires et sécuritaires? Puis est-ce que c'est possible de les opérer durant les 4 saisons? On peut penser aux pistes cyclables l'hiver. Euh, donc, il y a un certain nombre de contraintes pour lesquelles il faut penser. Puis s'il faut vraiment un véhicule, ben, un des conseils que je donnerai en premier, c'est d'identifier la voiture idéale selon le kilométrage quotidien qu'on va faire. Et puis, je vous ai donné ici un exemple du projet Sauver qui existe quand même depuis plusieurs années. Sur le lien que je vous présente ici, c'est le lien vers une formation qui a été donnée sur ce projet-là, qui est vraiment très intéressant. Donc, si vous voulez faire du partage de véhicules électriques et que ça peut être entre plusieurs municipalités, entre plusieurs organisations, ça donne quelques réponses sur les avantages, les défis qui ont été rencontrés. Donc, je vous encourage à aller regarder cette vidéo-là. Elle a été réalisée dans le cadre aussi des différents webinaires et formations qui existent dans la campagne Roulons électrique. Donc, c'est accessible directement sur la page YouTube. Je viens d'en parler, mais donc Roulon électrique, vous avez un site internet, roulonsélectrique.ca, et puis vous avez différentes informations pour les parcs de véhicules, pour des questions de base sur la recharge, les subventions pour des citoyens, pour les entreprises, pour les municipalités. Donc, il y a un certain nombre de choses. Je vous encourage à aller faire un petit tour sur le site internet. Aussi, en termes de documents, nos collègues du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec ont produit un guide pour les employeurs pour favoriser la mobilité au sein d'une organisation. Donc, si vous êtes un employeur ou si vous voulez glisser ce guide à votre employeur, ben, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Il est vraiment intéressant. Également,
le guide Protégez-vous, c'est associé avec Circuit électrique. Pour ce guide qui est sorti cet automne, je pense que c'était au mois d'octobre, sur les bornes de recharge. Donc, c'est pareil. Je ne vous l'ai pas mentionné, mais quand je vous enverrai la présentation, quand vous cliquez sur les images, ça vous amène directement sur les ressources. Donc, juste à cliquer dessus quand vous recevrez la présentation. Avant-dernier point, le guide qui a été produit par l'IVI, l'Institut Véhicules Innovants, sur les guides de recharge pour les parcs de véhicules. Il y a un certain nombre de questions qu'on se pose quand on veut aller vers un parc de véhicules et que ça prend de la recharge. On parlait d'évaluation des besoins pour les véhicules, c'est extrêmement nécessaire quand on parle de la recharge. Donc, on revient toujours au plus simple il faut vraiment évaluer puis planifier ces choses. Et dans le même sens, le lien que je vous mets, c'est une formation qui a été donnée aussi dans le cadre de la campagne Roulons électrique par l'Institut du véhicule innovant sur l'électrification d'un parc de véhicules. Donc, ça fait le point d'une façon un peu plus sympathique que de lire un guide parfois sur les points importants qu'ils ont ressortis de ce guide-là. Et puis, je vais pouvoir laisser la parole à Sébastien, en fait, donc directeur d'Environnement Côte-Nord, parce que, comme je disais en introduction, en plus d'avoir un véhicule personnel ou des véhicules personnels électriques, il a fait la transition pour Environnement Côte-Nord vers l'électromobilité. Donc, il va nous partager son expérience, puis il est probablement capable de répondre à pas mal de vos questions qui vont suivre. Merci Claire. En fait, ce que je voulais peut-être faire, c'est dans la suite de ce que tu viens de nous proposer, Hmm? c'est parce qu'un peu la question qui m'est souvent posée, c'est comment on fait le choix d'un véhicule électrique, pourquoi tel véhicule par rapport à tel autre. Puis je vais quand même amener quelques considérations qui m'apparaissent importantes, là. Donc, il y a une animation dans mon. Fait que tu devras effectivement cliquer à chaque fois, là. Ils ne sont pas très longs, je pense qu'il y a 5 points. Donc, le premier élément, c'est bon, l'évaluation des besoins. C'est vraiment l'élément clé d'une expérience satisfaisante. Euh, j'ai moi-même, comme Claire le disait, j'ai eu quelques véhicules électriques. Depuis 9 ans que j'ai des véhicules, que j'ai un véhicule électrique chez moi. Un ou des, je vais vous parler tantôt peut-être justement dans l'évaluation des besoins. Parfois, c'est pas nécessairement une auto, le véhicule qu'on a besoin, ça pourrait être autre chose. J'ai moi-même une petite moto électrique qui répond à mes besoins pour la période estivale, mais évidemment qui ne peut pas répondre à tous mes besoins compte tenu des saisons qu'on a. Mais donc, l'évaluation des besoins, c'est probablement l'élément qui, quand j'entends des commentaires négatifs par rapport à l'expérience du véhicule électrique, c'est souvent parce que cette étape-là n'a pas été bien prise en compte. Dans les dernières années, c'est moins le cas présentement, mais dans les dernières années, un des éléments qui a freiné la progression des véhicules électriques au Québec, c'est l'accès à ces véhicules-là. Puis en manque d'accès, ben, des fois, on fait des compromis justement sur cette évaluation des besoins-là. Puis le résultat, c'est qu'on a un véhicule qui ne répond pas entièrement à nos besoins et qui génère certains éléments de frustration. Peut-être, là, si tu peux cliquer pour, par exemple, les questions qu'on doit se poser. C'est quoi l'usage principal du véhicule que je veux acquérir? Est-ce que ça va être des besoins quotidiens sur courte distance? À ce moment-là, probablement que le véhicule n'a pas nécessairement besoin d'avoir une autonomie extrêmement grande. Je vais aller vers d'autres considérations pour choisir mon véhicule, ou est-ce que plutôt mon travail m'amène à faire des longs trajets fréquents, ce qui est mon cas. Donc là, je vais aller vers des véhicules qui vont m'offrir d'autres qualités, par exemple, que les premiers. C'est quoi les besoins spécifiques que j'ai? Est-ce que, par exemple, pour une situation Y, Z, j'ai besoin d'avoir un véhicule qui a un système d'attraction, ce qui est très rare. Il faut le dire, dans les véhicules électriques, le couple étant extrêmement élevé, ça met beaucoup de pression sur la direction. Donc, on est plutôt généralement des choix entre des véhicules à propulsion ou à traction intégrale. En tout cas, c'est un peu la norme actuellement dans le marché. Donc, c'est une question qu'il faut que je me pose aussi. Est-ce que j'ai des besoins particuliers en espace? Est-ce que j'ai besoin d'une capacité de remorquage? Ça aussi, c'est un élément qui est assez, on va dire, assez rare dans le marché des véhicules électriques, bien qu'il y en a de plus en plus des véhicules qui puissent remorquer. Évidemment, cette capacité de remorquage-là, sur quelle distance aussi j'en ai besoin, parce que ça va influencer beaucoup mon choix. Et
Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui se posent des questions parce qu'il y a des capacités de remorquage sur certains modèles en Europe, puis les véhicules ici sont les mêmes véhicules que ceux vendus en Europe, mais il n'y a pas de capacité de remorquage parce que les mesures, le calcul de la capacité de remorquage se fait selon des critères différents en Amérique du Nord et en Europe. Donc, c'est pas que le véhicule n'est pas capable de le faire. Si on utilise une méthode de calcul, il dit oui. Par contre, si on utilise une autre méthode, on arrive à un résultat qui est négatif. Donc, s'assurer si on veut remorquer éventuellement, qu'on a le véhicule qui permet de le faire. Est-ce que j'ai besoin d'aide particulière à la conduite? Pour certaines clientèles, il y a des éléments d'aide à la conduite puis c'est une question qu'on se pose aussi avec un véhicule à moteur thermique, là, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, particulièrement dans certains modèles électriques où la configuration du véhicule, par exemple, va donner plus de difficultés en marche arrière en termes de visibilité, par exemple, ou ce genre de trucs-là. L'autonomie qui est visée, c'est quoi? Comprendre qu'il y a une composante saisonnière importante. Hein. On sait, ceux qui ont des véhicules électriques, on sait qu'il y a une perte d'autonomie assez élevée en période hivernale et je dirais en période d'extrême chaleur, parce qu'on n'a pas beaucoup sur la côte nord. Mais en période hivernale, on a une perte d'autonomie qui est importante et donc il faut le considérer quand on fait l'achat du véhicule. Puis l'autre élément, c'est est-ce que mon véhicule est utilisé 4 saisons, comme je parlais tantôt des motos, évidemment, on n'utilise pas 4 saisons, fait que cette composante-là n'est pas importante, mais pour un véhicule qu'on va utiliser à l'année, c'est important de le considérer. La tolérance au risque en lien avec la capacité de service local, ben ça aussi, c'est un élément qui est important quand on fait le choix du véhicule parce que de plus en plus, le modèle d'affaires pour la vente des véhicules électriques change. Il y a plusieurs compagnies qui offrent des véhicules électriques avec l'absence finalement là, j'ai le terme anglais en tête, là, de concessionnaire. Donc, on peut penser à Tesla, par exemple, qui a pénétré fortement le marché, ou à d'autres compagnies qu'on voit arriver là, tranquillement. Là, à peu près toutes les nouvelles compagnies qui ne sont pas des généralistes fonctionnent avec de la vente à distance. Puis, parfois, ça peut poser un certain risque, là, surtout si on est loin des quelques centres de services qu'on retrouve. Ça, c'est un autre élément. Il y a des gens qui sont absolument tolérants à ce risque-là, puis il y en a d'autres qui pas du tout. Puis ça va être un frein majeur pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Si on va au deuxième point, peut-être. Lorsqu'on évalue le coût de possession du véhicule électrique, c'est un considéré important, là, plutôt que le coût d'acquisition, ce qu'on n'est pas habitué de faire. Souvent, les gens, ils voient le coût du véhicule, ils ne voient pas le coût total de possession. Ben, c'est un véhicule qui est compétitif d'un point de vue économique. Là. On a vu des analyses économiques sur des véhicules qui étaient des véhicules économiques. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de véhicules en bas de 20-25 000 là, mais dans les véhicules neufs, mais on peut avoir quand même des véhicules électriques dans certains modèles autour de 30-35 000 avec les rabais gouvernementaux, ce qui les rend extrêmement intéressants si on est capable si on veut les maintenir, finalement, les garder quelques années, on rentre assez rapidement dans son argent, surtout que les frais d'entretien sont passablement moindres qu'un véhicule thermique, un moteur thermique. Troisième point à considérer, la très grande majorité des recharges vont se faire à la maison ou parfois au travail, à très faible coût, dans certains cas à coût nul. Quand l'employeur fournit des bornes de recharge, on a vu un exemple tantôt, il y en a quelques-uns sur la Côte-Nord, où j'ai des connaissances qui ont des véhicules électriques qui n'ont même pas de borne à la maison parce que l'employeur fournit la recharge gratuitement, donc ils chargent au travail à tous les jours et ça satisfait à leurs besoins. Donc, évidemment, il n'y a pas la recharge sur borne publique est plus coûteuse, particulièrement si on va sur des bornes de recharge rapide, comme on le disait tout à l'heure. Mais c'est une minorité de nos charges qui vont se faire sur les bornes rapides normalement, à moins d'être toujours sur la route. Quatrième point, le véhicule électrique est de 3 à 4 fois plus efficace que le véhicule à moteur thermique, c'est-à-dire que la capacité de transformer l'énergie en mouvement est beaucoup plus efficace sur un véhicule électrique et émet de 80-90% moins de GES que le moteur thermique sur sa vie utile. Et ça, c'est considéré, calculé à vie utile égale. C'est-à-dire qu'on considère que le véhicule électrique va avoir la même durée de vie qu'un véhicule à essence. Par contre, dans les faits, les véhicules électriques ont une durée de vie beaucoup plus longue, c'est-à-dire que la moyenne d'utilisation à long terme est plus élevée
que le véhicule à essence, ne serait-ce que parce que les composantes électriques ont une vie pratiquement illimitée, là. Quand on parlait de conversion de véhicules tout à l'heure, les camions, il y a des entreprises au Québec qui font de la conversion de véhicules, de camions légers en électrique, puis selon leurs prévisions, l'équipement électrique à bord du camion pourrait être changé probablement 2, 3 fois de véhicule. Donc, la durée de vie du véhicule lui-même serait beaucoup moins longue que la durée de vie des composantes électriques, là, ce qui fait que c'est un des aspects qui explique pourquoi on les utilise plus longtemps et ils sont sur le marché plus longtemps. Puis pour les trajets longue distance, la puissance de charge maximale est souvent plus déterminante que l'autonomie dans le choix du véhicule. Sachant qu'actuellement, les autonomies de véhicules nous obligent sur les longues distances à faire des recharges. Quand on est capable d'aller à puissance de charge maximale, on peut penser, tantôt on a parlé des nouvelles bornes qui viennent d'être installées par le circuit électrique, des bornes de 180 kW. Quand on est capable d'aller chercher cette puissance de charge-là, évidemment, vous comprenez que c'est en moyenne là, beaucoup plus rapide que de charger sur des vitesses, là, des puissances de charge de 50 ou de 60 kW. Donc, c'est important de vérifier c'est quoi la charge maximale que le véhicule est capable de supporter parce que ça va déterminer finalement le temps où on va être à l'arrêt pendant nos trajets. Donc, pour vous donner un exemple avec parce que j'ai fait souvent la route Québec-Sept-Îles avec mon véhicule précédent qui est un Chevrolet Bolt. Bon, pour faire Québec-Sept-Îles, on avait besoin probablement de plusieurs charges d'une trentaine, quarantaine de minutes. L'été, probablement 2, puis l'hiver, ça augmentait à 3, peut-être même un peu plus de charges. Et j'ai fait cet automne avec mon nouveau véhicule, Sept-Îles Québec, avec une unique charge à Bécomo de moins de 14 minutes. Donc, on voit que la vitesse de charge, la puissance de charge a réduit considérablement mon temps, ce qui fait que ça ramène finalement un trajet à longue distance à peu près autant que ça prendrait avec un véhicule thermique. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est comparable. Fait que c'est un peu les points, je dirais, que je considérerais dans le choix d'un véhicule, là, ces éléments-là. Puis, comme je disais, particulièrement la question de l'évaluation des besoins. Qui est extrêmement importante, puis qui détermine dans bien des cas si je suis satisfait ou pas de mon véhicule. Évidemment, on va toujours être satisfait du fait que les coûts de déplacement sont grandement réduits. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Par contre, il faut faire toute l'analyse comme il faut. Puis l'évaluer, c'est quoi le coût de possession de mon nouveau véhicule par rapport à l'autre véhicule dont je ferais l'acquisition si je ne me préoccupais pas de la question environnementale, ou parce que ça, c'est évidemment une des raisons, un des grands motivateurs, c'est d'aller vers un véhicule qui va moins polluer. Merci beaucoup, Sébastien. C'était vraiment intéressant. Il nous reste quelques minutes. Je vais me dépêcher avec mes dernières diapositives. Euh, Ce que je voulais en fait mettre de l'avant pour conclure finalement cette conférence, c'était euh, que il y a deux constats que je trouve important de partager. C'était qu'une voiture, 95% du temps, est 95% du temps à l'arrêt. Et puis, il y a quand même un Québécois sur trois qui vit à moins de 5 km de son travail. Fait que ce que je vous ai fait, c'est un petit exercice pour cette île, puis Bécomo, Autrive. À cette île, vous avez un petit cercle dans le centre-ville d'un rayon de 1,5 km, donc un diamètre de 3 km. Donc, vous voyez que sur 3 km, on couvre quand même une bonne distance du centre-ville. Et puis, l'autre, à Bécomo, donc à Haute-Rive, j'ai fait la même chose avec un rayon de 1 km, donc un diamètre de 2 km. On arrive quand même, voilà, en passant par le cégep, à avoir une bonne distance là, de diamètre. Donc, c'est quand même possible, fait que ce que ça m'amène à demander, c'est est-ce qu'on peut penser autrement en termes de mobilité durable? Donc, on a parlé beaucoup de véhicules aujourd'hui, mais il y a différentes façons de se déplacer. On a vu du transport d'employés en bus électrique. On peut penser au covoiturage, au partage de véhicules électriques, donc au transport collectif. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule et unique solution. Fait que c'est des solutions
discussions qui proviennent à la fois des citoyens dans leurs choix, mais aussi des organisations, des municipalités dans les choix qu'ils offrent finalement à leurs employés ou à leurs citoyens. Donc, c'est important de penser plus large finalement en termes de mobilité durable que juste la mobilité électrique. Euh, on arrive vraiment tout à la fin. Est-ce que vous avez des questions? Je vais aller regarder dans les discussions, mais je voudrais vraiment en Ouais. profiter pour remercier Daniela, Vincent et Sébastien. Et puis, si vous avez une question, soit vous l'écrivez dans la discussion, sinon, c'est vraiment tout simplement d'ouvrir votre micro puis d'y aller. En fait, il y avait deux questions de Luc Martin Deveau. Peut-être la Oui. première c'est plus un commentaire là, sur le fait que les véhicules neufs ne sont pas tous admissibles aux rabais gouvernementaux. Effectivement, il y a différents critères. Puis, dans ces critères-là, il y a notamment un critère de PDSF, donc de coût, de prix suggéré du fabricant. Il doit y avoir des modèles qui sont accessibles, disons, à toutes les bourses, si on veut. Donc, il y a cet effet-là. Puis, les critères sont différents au fédéral et au provincial, mais disons que de manière générale, plus le véhicule est cher, moins on a accès à des subventions. Surtout s'il n'y a pas de modèle de base qui est moins cher. Puis la deuxième question sur les coûts d'assurance. En fait, les coûts d'assurance, c'est une excellente question. Il faut dire que les coûts de réparation d'un véhicule électrique sont généralement plus élevés que les coûts de réparation d'un véhicule à moteur thermique. Ce qui fait qu'on a effectivement vu des commentaires comme de quoi les coûts d'assurance étaient plus élevés. On entend toutes sortes de choses. Là. J'ai entendu le double du prix. Dans les faits, c'est, je dirais, pour le vivre moi-même, puis l'avoir vécu très récemment là, avec le changement de véhicule, mais aussi mes parents viennent d'acquérir un véhicule électrique, donc on a eu cette discussion-là. Généralement, chaque assureur a une vision différente sur la chose. Il y a des assureurs qui même veulent contribuer à l'électrification, puis ils vont offrir des tarifs qui sont très intéressants. À une certaine époque, j'aurais dit même moins cher que les véhicules thermiques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'augmentation d'assurance est très limitée pour des véhicules de valeur équivalente, parce qu'il faut aussi dire que le prix que vous le payez, vous avez un rabais gouvernemental, mais la valeur du véhicule, là, elle est supérieure à ce que vous payez. Donc, vous êtes assuré en fonction de la valeur aussi du véhicule. Puis le rabais gouvernemental, il permet, quand vous sortez de la cour du concessionnaire, de ne pas perdre immédiatement la dévaluation qui vient avec le fait que le véhicule n'est plus neuf. Là. Dès qu'on frappe la route, là, on a déjà une perte de valeur. Fait que, donc la valeur est plus élevée que ce qu'on paie. Et ce qu'on voit, c'est généralement des hausses d'autour de 10 %. Donc, il faut le calculer là, entre 5 et 10 % d'augmentation sur les coûts d'assurance par rapport à un véhicule équivalent. C'est ce qu'on voit. Donc, ce n'est pas une augmentation énorme. Puis, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de coûts évités, là, notamment en entretien. Là. Donc, c'est largement compensé. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai perdu ma fenêtre. Questions par écrit, des questions directement à Daniela ou Vincent. S'il n'y a pas de questions, je vais tous vous remercier de votre participation. Merci beaucoup. Puis comme je le disais, je vais vous envoyer un courriel avec les présentations, avec des liens vers l'enregistrement et différentes informations. Si jamais il y a d'autres questions que vous êtes plus à l'aise de les écrire directement aux participants, aux présentateurs, présentatrices ou autres, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, pour d'autres questions, là, il y a vraiment aucun problème. Donc, merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci à Merci. tous. Merci.